monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel, c'est-à-dire que je vais vous parler de tout ce que j'ai consommé en termes de culture au mois d'avril, à part les livres évidemment, vu que ça je vous en parle tout le temps au fur et à mesure. Donc on va parler de films, de séries et d'un podcast. Pour ce qui est des films, j'en ai 5 à vous présenter, il y en a 2 qui sont disponibles sur Netflix et 3 qui ne le sont pas. Donc je vais commencer avec les films qui sont sur Netflix parce que c'est les films qui sont les plus facilement visionnables, je pense, pour la plupart d'entre nous. Le premier, c'est Call Me By Your Name, qui a été adapté d'un roman. C'est une histoire qui se passe en Italie dans les années 80. En fait, c'est une famille américaine qui, chaque été, se rend en Italie. Le père est professeur d'université et chaque année, il reçoit un de ses meilleurs étudiants en vacances avec sa famille. Donc déjà, le principe est un peu particulier. Et il a un fils de 18 ou 19 ans qui s'appelle Elio. Il va y avoir une histoire d'amour qui va naître. Alors, c'est une histoire d'amour entre ces deux garçons, donc entre Elio et l'étudiant du père qui arrive. Je tiens quand même à dire que moi, j'ai trouvé que c'était pas une belle histoire d'amour. J'ai trouvé que c'était une histoire d'amour assez toxique, assez néfaste. Il y a un des deux personnages que j'ai pas du tout aimé. Je pense que c'est fait exprès. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est pas une histoire d'amour qui est censée nous faire rêver parce que elle m'a pas fait rêver du tout. Mais alors c'est un film que j'ai trouvé très beau parce que au niveau esthétique, j'ai trouvé que c'était un film magnifique. Honnêtement, les images sont tellement belles. Au niveau du jeu des acteurs, c'est un film aussi qui est excellent. Moi, Timothée Chalamet dans ce film, je l'ai trouvé super de A à Z. J'ai adoré la manière dont il incarnait son personnage et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films en général, c'est le fait qu'il change de langue selon les situations. Donc il faut savoir que c'est une famille américaine mais assez cosmopolite parce qu'il parle italien, il parle français, je sais plus trop quelles sont les origines exactement, mais donc ça fait que Elio il va switcher comme ça en français parce que Timothée Chalamet parle français, je crois qu'un de ses parents est français à la base et c'est vraiment, j'adore ce genre de choses. Donc pour ce genre de film, il faut regarder en VO. Enfin, moi, je trouve que pour tous les films, de manière générale, il faut les regarder en VO. Ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. Et là, j'ai adoré ce changement de langue comme ça. Chaque fois, j'étais toute contente dès qu'ils parlaient en français ou quand les gens parlaient en italien. Je trouve ça vraiment super. J'adore cet aspect-là. Les paysages sont trop beaux. La maison dans laquelle ils sont, elle est trop belle. Mais alors, c'est une histoire d'amour qui peut mettre un petit peu mal à l'aise. Donc le fond du film peut mettre un peu mal à l'aise parce que c'est pas une histoire d'amour mignonne comme je vous disais et aussi parce que c'est assez cru. Donc il y a certaines scènes qui sont un peu crues. Je préfère prévenir parce que je sais que c'est pas le genre de film qui pourrait plaire à tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé le regarder, j'ai beaucoup aimé le message que ça véhiculait, j'ai beaucoup aimé la fin, la dernière scène. Qu'est-ce que c'est beau pour ceux qui l'ont vu, la scène qui se passe quelques mois plus tard. Enfin, j'ai trouvé que c'était une magnifique scène, tellement bien jouée. Donc pour moi, Timothée Chalamet c'est un acteur tellement à suivre, il est tellement prometteur, j'ai vraiment envie de voir toute sa filmographie. J'ai regardé un autre film avec lui mais je l'ai regardé en mai donc je vous en parle pas maintenant, mais en tout cas je le trouve excellent en tant qu'acteur. Ce film a vraiment quelque chose à apporter, quelque chose à mettre en avant. Ça plaît, ça plaît pas, ça peut un peu gêner, mais en tout cas je trouve que ça reste un très bon film. Et le deuxième film qui est sur Netflix que j'ai regardé, c'est le film Birdman. Celui-là il a été réalisé par Iñárritu. C'est un très bon film aussi là, avec un très bon casting qui porte vraiment le film à bout de bras parce qu'on a notamment Michael Keaton, Edward Norton et Emma Stone. J'ai trouvé tous les acteurs vraiment parfaits dans leur rôle. Ici on est avec un acteur de cinéma qui est un peu sur le déclin. Il jouait des super-héros avant et donc il jouait Birdman. Et il a été très connu pour ça. Et maintenant il est un peu dans une situation où il a moins de succès. Donc il faut trouver des solutions et il joue dans une pièce à Broadway. Il est aussi metteur en scène de cette pièce. Un de ses acteurs va se blesser, il va devoir en engager un en dernière minute pour le remplacer. C'est Edward Norton qui a un sacré loustic, qui a un drôle de petit personnage et il va se passer plein de choses. Alors ce qui est super intéressant avec ce film, c'est la réalisation parce que c'est réalisé en plan séquence. C'est-à-dire que quand on regarde le film, moi au début j'avais pas fait attention mais tout est réalisé comme si c'était filmé d'une traite. Il n'y a pas de coupure, donc on suit les personnages, on est avec eux, mais on change pas de scène
littéralement ou peut-être une ou deux fois sur le film, mais en tout cas la plupart du film est vraiment réalisé en plan séquence, ce qui est quand même une assez grosse prouesse cinématographique, je trouve, une assez grosse prouesse au niveau de la réalisation. Une fois que j'y ai prêté attention, j'ai vraiment été sensible à cet aspect-là de la réalisation. Par contre, le film à la fin, il part un peu dans un délire onirique qui m'a moins séduite, j'ai été moins sensible à ça, et j'ai pas très bien compris en fait la toute fin. Je comprends pas spécialement bien le message que ça veut délivrer et que ça veut faire passer. Donc à ce niveau-là, j'ai été un peu mitigée au niveau de la fin, mais en tout cas, c'est un film super bien réalisé et super bien joué, et rien que pour ça, je vous le recommande. J'ai aussi regardé le film Les Misérables, réalisé par Lajli, qui a eu pas mal de récompenses au César, qui avait été nommé aux Oscars, donc c'est un film qui a vraiment fait beaucoup de bruit en 2019 au niveau du cinéma français. C'est un film qui va se concentrer sur les policiers qui travaillent dans les cités françaises, dans les cités aux alentours de Paris. Forcément pas le lieu de travail idéal pour les policiers parce que ils sont pas très bien acceptés là-bas. C'est vraiment un film documentaire. Moi j'aime beaucoup ce genre de film, comme Police de Maïwenn par exemple, que j'adore. Donc c'est les films qui sont vraiment entre la fiction et la réalité, et filmés comme des documentaires, comme des reportages. Moi j'aime beaucoup cet aspect-là parce que ça donne vraiment un sentiment de réalité. Ça donne vraiment un sentiment de véracité à la fiction qu'on est en train de regarder. J'aime beaucoup ce genre de réalisation-là. Ce film m'a pas autant plu que ce que je pensais, parce que j'en avais entendu tellement parler que je m'attendais à avoir un gros coup de cœur. Ça n'a pas été le cas, mais j'ai quand même passé un bon moment en le regardant. C'est juste que là, quelques semaines après l'avoir vu, je me rends compte qu'il m'en reste pas non plus tellement de souvenirs que ça. En tout cas, un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on va nous montrer les policiers, on va nous montrer les jeunes des cités, mais qu'on va pas prendre parti pour l'un ou l'autre. On va vraiment montrer les dérives des deux camps, et j'ai trouvé ça super parce que ça aurait pu être un film qui prend le parti de dénigrer les policiers ou bien de dénigrer les jeunes, et on n'est pas là-dedans. On voit que les deux parties font des conneries, honnêtement. On voit qu'il y a des choses blâmables là-dedans, mais c'est vraiment montré avec beaucoup d'impartialité, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et en fait le film il est constitué de plein de petites scénettes de policiers qui sont confrontés à des situations qui sont parfois assez ahurissantes et assez étonnantes. Donc c'est quand même un film que je vous recommande, mais peut-être que j'en attendais un peu trop et qu'au final j'ai trouvé un bon film, mais pas un film qui m'aura marqué sur des années. Autre film français que je voulais absolument voir, c'est La Belle Époque de Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, j'avais adoré son premier film, le premier film qu'il a réalisé, Monsieur et Madame Alderman, donc je voulais vraiment regarder La Belle Époque. Nicolas Bedos, c'est un personnage assez particulier, dont je suis pas forcément fan, mais en fait je me rends compte qu'en tant que réalisateur j'adore ce qu'il propose. Dans La Belle Époque, on est sur un concept très original, parce qu'en fait, d'un côté, désolé je me rappelle plus des noms des personnages, donc je vais dire le nom des acteurs pour en parler. D'un côté on a Guillaume Canet qui travaille dans une boîte assez bizarre, qui crée des événements historique, c'est-à-dire que pour le temps d'une soirée, vous pouvez décider de replonger à l'époque de Marie-Antoinette et y mettre tout sur pied pour que vous vous y croyiez. Donc ils vont engager des comédiens, ils vont louer des costumes, ils vont louer un endroit, et vous allez avoir votre soirée Marie-Antoinette comme si vous y étiez. Donc tout le monde reste bien dans son personnage, et vraiment c'est comme une plongée dans l'histoire. D'un autre côté, vous avez le couple formé par Daniel Auteuil et Fanny Ardant. C'est un couple qui est ensemble depuis des années et des années, enfin depuis 40 ans. Et c'est un couple qui s'ennuie un petit peu, qui a plus vraiment beaucoup d'atomes crochus, qui part un peu à volo. Et Daniel Auteuil va recevoir pour son anniversaire, pour je sais plus quelle raison, il va recevoir un chèque cadeau pour une soirée d'époque. Et l'époque que lui va décider de revivre, c'est l'époque où il a rencontré sa femme 40 ans plus tôt. Le film, esthétiquement parlant, était super beau. Ça m'a vraiment beaucoup plu à ce niveau-là. Et l'histoire est tellement originale que en fait, j'ai été prise dedans. Cet homme qui apprend à redécouvrir sa femme alors qu'il n'est pas avec sa femme en face de lui. C'est vraiment très touchant, et c'est un film que j'ai trouvé très sensible en fait, et que j'ai trouvé très beau. J'ai pas énormément de choses à vous en dire parce que je sais pas, j'ai juste trouvé ça beau en fait. C'est vraiment plein de tendresse et plein de mélancolie, et c'est très bien réalisé. Doria Tillier joue très bien, mais tous les acteurs jouent vraiment bien, mais Doria Tillier est celle qui mise
en avant dans ce film et elle remplit très très bien sa fonction. C'est un beau film, vraiment si vous avez l'occasion je vous le conseille parce qu'il est beau et il est diablement original. Et le dernier film dont je voulais vous parler c'est le film Captain Fantastic. Celui-là j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois et en plus c'est un film qui est vraiment très bien noté sur tous les sites de cinéma, donc c'est quand même quelque chose auquel je fais un peu attention avant de sélectionner les films que je vais regarder. Et si le film il a 2 sur 5 sur Allociné, en général je vais pas le regarder. Donc voilà, je fais quand même un peu attention aux notes. Et Captain Fantastic, c'est vraiment un film qui avait été plébiscité par la critique. Ici, on est sur l'histoire d'un homme qui habite au milieu de la forêt avec ses 6 enfants. Ils vivent en parfaite autarcie, donc ce sont des enfants qui ne sont pas scolarisés, ce sont des enfants qui ne sont pas sociabilisés. Ils vivent juste entre eux, ils tuent les animaux, ils ont leur potager, ils mangent les fruits de la nature, enfin bref, ils apprennent vraiment à vivre entre eux, complètement en marge de la société. Et leur maman est malade, elle est donc retournée dans la ville parce qu'elle doit être hospitalisée et il va se passer un certain événement qui va faire qu'ils vont devoir aller dans la ville. Donc leur père a un bus, un vieux bus dans lequel il embarque toute la famille et ça va être vraiment le choc des cultures entre les gens qui vivent au cœur de la nature et les gens qui vivent dans une société, la société qu'on connaît, hein, la société du paraître, de la consommation, et donc forcément ça rentre en confrontation, surtout que les enfants ont reçu une éducation très particulière, on va dire très engagée, parce que leur père leur a toujours appris que la société elle est capitaliste et qu'il faut pas être comme ça, et quand ils vont rencontrer d'autres jeunes de leur âge, ça va être un peu compliqué, il y aura pas beaucoup d'atomes crochus. Parfois presque j'ai eu le sentiment que ce père avait fait de ses enfants des singes savants, parce qu'il leur a un peu bourré le crâne de toutes ses idées à lui, et il est farouchement opposé à l'école, à tout ce qu'on peut apprendre dans un cadre scolaire classique. J'ai vraiment trouvé que le choc de ces cultures était super intéressant. Bon, je dis intéressant, mais il y a une scène qui m'a fait rigoler, c'est dans le film, une de ses filles lit Lolita de Nabokov, et il lui demande ce qu'elle en pense, et elle dit c'est intéressant. Il dit non, ça c'est pas une bonne réponse de dire c'est intéressant. Et en fait, il attend d'elle qu'elle fasse une analyse littéraire beaucoup plus approfondie, ce qu'elle fait, et ça montre bien toute l'éducation qui est faite autour de ces enfants, comme il y a aussi le fait qu'il veuille pas les traiter comme des enfants en fait. Il veut pas les préserver de certaines choses, donc parfois il va dire la vérité à ses enfants, mais de manière tellement brutale pour nous, dans notre société ça ne se fait pas. Il a pas du tout en fait tous les codes sociaux qui constituent notre société à nous. Et ça va faire vraiment un peu des étincelles, ça va vraiment apporter plein de réflexions très riches. J'ai trouvé dommage par contre qu'il n'y ait pas une réflexion sur la consommation de la viande et sur la chasse. J'ai trouvé que c'était fort mis en avant et que c'était jamais remis en question. Dans le sens où eux, dans la nature, ils vont tuer des animaux, mais de manière franchement très cruelle. La première scène du film, c'est une scène dans laquelle ils tuent une biche, ou un cerf, je sais plus, mais je crois que c'est une biche, pour une sorte de rituel. Et dans la société, il y a aussi le grand-père qui va chasser avec les enfants. Et j'aurais aimé que ce soit remis un peu en question. Alors, certes, les enfants ne sont pas comme les enfants de chez nous, ils savent vraiment d'où vient la viande, ils savent que voilà, il faut tuer un animal pour manger de la viande. Il n'y a pas du tout ça qui est remis en question. On dirait que je vous en ai dit beaucoup, mais en fait je vous en ai vraiment pas dit tant que ça parce que je vous ai pas expliqué le cœur de l'histoire, mais c'est pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et pour vous expliquer les thématiques qui sont traitées dans ce film. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un beau film, un film intéressant. Non, je dois plus dire ça. Rien que de repenser à la scène, je ne peux plus dire ça. Mais en tout cas, c'est un film qui apporte beaucoup de réflexion, qui vous donne pas les réponses clés en main, c'est un peu à vous de vous construire vos réflexions. Mais j'ai vraiment bien aimé regarder ce film et je l'ai trouvé très pertinent. On va passer aux séries, j'ai 2 séries à vous présenter, 2 séries historiques. La première c'est la série The English Game qui a été scénarisée par le même scénariste que Downton Abbey. Ça donne déjà un peu le ton, ça m'a donné envie de regarder la série personnellement. Ici on est sur une série sur l'histoire du football. Quand j'ai appris ça, ça m'a pas spécialement donné envie de regarder la série. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas forcément fan de foot, dites-vous que c'est vraiment en toile de fond, mais que c'est pas ça la préoccupation principale. On est au 19e siècle.
en Angleterre, c'est la naissance du football. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'à la base, le foot, c'était un sport de nobles. On est dans un championnat et il y a une équipe d'ouvriers qui va réussir à passer les niveaux petit à petit. Ça va faire très très peur aux nobles qui ne veulent pas que des simples ouvriers puissent jouer contre eux et surtout puissent les battre. Et en fait, on va avoir plein de questions sociétales par rapport à ça. On va suivre les nobles qui sont entre eux et on va suivre les ouvriers qui travaillent à l'usine et qui parfois subissent des répressions très sévères, qui ont une diminution de salaire, enfin qui ont vraiment des conditions de vie très compliquées. Et donc plutôt que parler de foot, ça va vraiment parler de la lutte des classes. On a des personnages, alors c'est des personnages quasiment exclusivement masculins, il y a quelques femmes qui émergent, mais c'est presque que des hommes. Quand on est dans le milieu du foot, surtout à cette époque, c'est plutôt masculin. Mais des personnages assez attachants, parfois un peu manichéens parce qu'on sait bien qui sont les gentils et qui sont les pas trop gentils, mais qui portent la série et qui lui donnent un côté très attachant. J'espère que la série va s'arrêter là par contre, parce que j'ai pas envie que ce soit une série à rallonge alors qu'il n'y a pas besoin, parce que l'histoire elle est terminée là et si on fait une deuxième saison, je ne sais pas de quoi on va parler. Je me suis pas renseignée donc je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison. En tout cas, moi je trouve qu'une saison suffirait et que c'est très bien comme ça. Et c'est une chouette série que je vous recommande si les séries historiques vous plaisent, tout simplement. L'autre série dont je voulais vous parler, c'est aussi une série historique, c'est Las Chicas del Cable, donc les demoiselles du téléphone. Série espagnole, je suis tellement contente de regarder une série en espagnol, je trouve que ça apporte tellement quelque chose à l'oreille, c'est super agréable. Ici, c'est une série à Madrid, on est au début de la série en 1928. J'ai regardé que la première saison pour l'instant, il y en a 5, je crois, mais j'ai regardé que la première. Et on est dans une compagnie du téléphone, c'est-à-dire qu'on est à l'époque où il n'y avait pas encore moyen de se téléphoner directement, il fallait passer par une téléphonista, je sais pas comment ça s'appelle en français, une téléphoniste. Bref, il fallait passer par une intermédiaire pour entrer en contact avec la personne qu'on voulait joindre. Et donc nous, on suit ces femmes qui travaillent à la compagnie du téléphone à Madrid et auxquelles il arrive plein de choses. C'est une série qui est féministe et je trouve que c'est vraiment cool de voir une série historique féministe. Donc je vous parlais de The English Game qui est principalement masculin. Ici, c'est vraiment principalement féminin et ça va aborder des thèmes hyper modernes en plus. Il y a certains moments où j'ai été étonnée de voir la modernité de la série, notamment en ce qui concerne la sexualité par exemple. C'est très moderne, c'est très libérateur des droits de la femme et ça évoque plein de questions super novatrices. J'aime pas forcément l'héroïne, Alba, elle est pas très attachante, mais toutes les autres sont vraiment chouettes et parfois c'est un peu tiré par les cheveux dans le sens où pour que tu ne subisses pas ça, tu dois faire ça et tu dois faire ceci. Il y a un peu trop de complot dans tous les sens, je trouve, par moment, mais c'est une série hyper rythmée, les épisodes ils font 1 heure mais on s'ennuie pas, il se passe quand même beaucoup de choses. Et moi je trouve que c'est vraiment sympa comme série. Là je suis dans la 2e saison et j'apprécie toujours beaucoup. Donc je vous la recommande même si je n'ai vu qu'une saison sur les 5. Et je termine cette vidéo avec un podcast. C'est le podcast Il était quelquefois, le podcast de Margot Liseuse. En fait ce podcast il existe depuis quelques mois mais je ne l'écoutais pas parce que c'était Margot qui lisait des histoires pour enfants. Je trouve ça hyper cool, mais je me sens pas forcément le public ciblé, donc je ne l'écoutais pas. Et maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle a écrit une histoire avec sa maman. C'est une histoire de famille qui s'appelle Un parfum glacé. Et chaque jour, elle nous lit un chapitre de son histoire. Donc, c'est une manière de découvrir ce qu'elles ont écrit plutôt que de le lire. Je n'avais jamais écouté de livre audio, donc c'est une grande première pour moi. J'avoue que j'ai plus de mal à me concentrer que quand je lis un livre papier, mais je trouve que Margot lit bien, je trouve que c'est intéressant, que c'est fluide. L'histoire elle est vraiment chouette pour l'instant. Ce matin j'ai écouté le chapitre 28, donc on avance quand même pas mal. Tous les épisodes font entre 7-8 minutes et une quinzaine de minutes, donc c'est jamais très très long. Et c'est mon petit plaisir de la journée d'écouter chaque jour un chapitre. Et ma curiosité est vraiment piquée, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer cette histoire, ce qu'il s'est passé. Donc c'est une histoire un peu à la Kate Morton, avec des secrets dans une grande maison, enfin bref. On a plein de personnages qui rentrent en compte et on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et c'est tout pour cette vidéo, j'ai énormément parlé alors que j'avais pas beaucoup de choses à vous présenter, je ne sais pas ce qui s'est passé et j'en suis désolée si j'ai trop parlé, vraiment. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!